Je me présente, je suis Philippe Garnier, effectivement, je suis architecte de formation et j'occupe la responsabilité du programme Habitat au sein de l'unité de recherche qui a été citée, et je fais plus particulièrement partie de l'équipe Cratère que vous devez connaître, puisqu'elle est basée en partie à Villefontaine depuis de nombreuses années. Ce soir, je vais vous parler de gestion des risques, culture constructive et résilience, mais surtout à travers des choses concrètes, à savoir des projets sur lesquels on est intervenu depuis environ une dizaine d'années, sur deux pays principalement, puisque ça a été deux séismes importants, à savoir celui de Bam en Iran et celui de Port-au-Prince à Haïti. Et donc autour de ça, de vous montrer un petit peu la façon dont l'équipe Cratère aborde la question de gestion des risques et de la résilience à travers cette approche de culture constructive. Et en fait, on part d'un postulat, j'allais dire, qui est quelque part contre-intuitif par rapport à la façon de penser et d'approcher la question de la vulnérabilité aujourd'hui, où on a tendance à apporter un regard condescendant, un regard biaisé sur les pays du Sud ou les pays qui sont entre guillemets moins développés, en pensant que les seules choses qui peuvent les caractériser, c'est leur vulnérabilité et leur absence de capacité à s'adapter à des contextes difficiles. D'abord, ce qu'il faut savoir, mais j'imagine que tout le monde est au fait, c'est que les tremblements de terre ne sont pas des choses nouvelles. D'ailleurs, notre environnement a été façonné par les tremblements de terre, et par conséquent, les hommes, les sociétés humaines ont été confrontés à ces accidents de la nature depuis de nombreuses années. D'ailleurs, sans ceci, il n'y aurait probablement pas de vie sur Terre. Récemment, on a démontré qu'en absence de la tectonique des plaques, certaines planètes sont totalement invivables et ne donneraient pas la vie. Donc notre paysage est façonné effectivement par les tremblements de terre. C'est beaucoup moins marquant probablement dans le Nord-Isère que si vous allez sur la cuvette grenobloise. Vous voyez des pans de montagne qui ont été soulevés à un moment donné. Bon, ça remonte à des époques plutôt géologiques et pas forcément humaines, mais en tout cas, notre paysage a été constitué de ces événements importants. Pour ma part, je travaille avec l'équipe Cratère depuis officiellement, on va dire, 1991. Avant, j'ai été étudiant à l'école d'architecture de Grenoble, donc j'ai suivi des cours avec l'équipe. Mais ma première confrontation avec les séismes remonte au début 2004, donc suite au séisme qui a eu lieu sur Bam en décembre 2003, quasiment un an, jour pour jour, avant le grand séisme tsunami de Banda Aceh en Indonésie et tout. L'équipe travaillait en Iran depuis environ déjà une dizaine d'années, notamment avec l'organisme en charge du patrimoine, sur des problématiques de patrimoine culturel, notamment sur une ziggourate, celle de Suse, qui est située quasiment à la frontière avec l'Irak. Et lorsque a eu lieu le tremblement de terre de 2003, donc décembre 2003 à Bam, donc vous avez le résultat, un des résultats sous les yeux. Nos partenaires iraniens, donc l'Organisation du patrimoine, ainsi que l'UNESCO et le ministère de la Culture français, a fait appel à nous pour aller sur place très rapidement. Je me suis déplacé avec à l'époque le ministre Jean-Jacques Ayagon pour voir ce qu'on était en mesure de proposer, qu'est-ce que la France pouvait proposer au-delà de l'aide d'urgence, hein, savoir qu'il y avait déjà les équipes de Médecins sans frontières sur place, sur la phase urgence santé, on va dire, et qu'est-ce qu'on pouvait proposer pour aider ou accompagner les Iraniens par rapport à cette catastrophe. Très rapidement, je me suis rendu compte que les présupposés qu'il y avait vis-à-vis du matériau terre comme étant un matériau totalement fragile et incapable d'être géré dans un environnement du type sismique étaient en fait complètement faux.
Ça a été plutôt une découverte et un apprentissage pour moi comme pour l'équipe, qui avait assez peu travaillé sur des questions sismiques, en dehors d'un de nos collègues qui est d'origine péruvienne, donc qui est originaire d'un des pays aussi où la sismicité est importante. Donc je vais vous présenter un petit peu en premier lieu Bam et sa citadelle. Donc c'est une ville qui se situe au sud de l'Iran, hein, à proximité d'une zone extrêmement d'un désert, Téhéran étant plutôt au nord-ouest de Bam ici. C'est une ville qui a été fondée à l'époque Parthe, c'est-à-dire en gros il y a 2500 ans. Alors ce sont des hypothèses qui pourraient être remises en question. En fait, toute l'histoire antique de cette zone qui est pourtant abondamment étudiée par les archéologues notamment, pourrait remettre en question beaucoup de l'histoire des civilisations et de l'humanité. C'est une ancienne ville-étape sur la route de la soie. Hein. Oula. Hein, c'est pas bien. Désolé. C'est une ville qui avait son importance, c'était une ville-étape sur la route de la soie, mais depuis le début des années 70, elle est devenue aussi une sorte de centre urbain régional assez important, connu notamment pour la production agricole. On le verra d'ailleurs par rapport aux questions de séisme, donc production de dattes, de citrons, d'oranges aussi, etc. Mais aussi une zone industrielle qui a été mise en place au début des années 80, qui est une zone franche, donc qui a engrangé l'attrait et un exode assez important de zones rurales ou de villes de moindre importance en direction de Bam, et puis un centre où on fait du commerce, enfin, c'est comme ça l'a toujours été, mais aussi touristique, du fait justement de cette citadelle, donc qui s'appelle Arghebam, donc la citadelle de Bam, à ne pas confondre justement avec la ville de Bam. Là, on a une photo aérienne où on voit donc Bam ici, la citadelle étant. Alors, est-ce qu'on pourrait éteindre cette rangée au-dessus de moi? On y verrait probablement plus clair. Voilà. Donc, ici, vous avez la ville de Bam, ici celle de Baravat. Et en fait, ces deux villes sont séparées par cet élément-là qui est en fait la faille. La faille où a eu lieu le séisme. Elle est visible, elle a toujours été visible, elle a été connue avant le séisme, mais elle était considérée comme étant inactive, ou en tout cas très peu active. Et Bam, la zone de Bam n'était pas considérée comme une zone à risque important, elle était plutôt classée dans les risques faibles. Voilà. Donc, la citadelle de Bam, donc, c'est en fait l'origine historique. Elle se situe à proximité d'une rivière qui est asséchée la plupart de l'année, qui est juste ici, hein. Et elle occupe un point stratégique puisqu'elle est comme on va le voir, sur un promontoire. Mais aussi la ville de Bam est située là où elle est du fait de la faille. En fait, la faille, elle fait remonter la nappe phréatique du côté de la ville et permet d'avoir accès à l'eau par un système traditionnel qui s'appelle le système des canates. On creuse des tunnels et des systèmes de puits. Et c'était la façon dont on pouvait avoir accès à l'eau dans ces régions désertiques. On a ce genre de tunnel, ce genre de système canat, des fois sur des centaines de kilomètres, pour aller chercher l'eau au pied des montagnes et tout ça. Donc, l'une des premières réactions suite à la catastrophe, certains experts locaux, enfin nationaux iraniens, ont dit mais il faut déplacer la ville. Or, on ne déplace pas une ville comme ça, et si cette ville est implantée à cet endroit-là, c'est qu'il y a des raisons particulières. Donc l'idée a quand même été abandonnée. Mais ce que je voudrais insister au début sur le fait qu'on a confondu justement au moment de la catastrophe la citadelle avec la ville. C'est-à-dire qu'on a produit des reportages, publié des articles en expliquant que la ville était entièrement en terre et qu'elle a provoqué la disparition entre un quart et un tiers de la population. Or, la citadelle en elle-même, elle avait été abandonnée depuis déjà un certain temps et est récupérée dans les années 70 par l'organisme du patrimoine qui en était en charge.
qui avait fait un certain nombre de travaux qu'on pourrait plutôt qualifier d'embellissement et de travaux cosmétiques, et non pas de travaux structurels, avait y compris réinterprété certaines parties, là, on voit ici, ce sont des ruines, et donc ce qui est tombé en fait sur la citadelle, c'est en grande partie des choses qui avaient été rajoutées entre les années 70 et le tremblement de terre. Hein. La ville de Bam, alors la grande difficulté qu'on a eue lorsqu'on on était intervenu, c'était de pouvoir, autant on pouvait récupérer autant de photos qu'on voulait de la citadelle elle-même avant le tremblement de terre pour avoir une idée de comment c'était avant, autant pour ce qui était de la ville elle-même, donc qui s'est développée dans les faubourgs et de manière extrêmement importante, comme on l'a vu sur la photographie aérienne, on a eu beaucoup de difficultés. Les seules photos qu'on a pu récupérer, en tout cas assez rapidement, c'est des photos tirées d'un ouvrage. Alors, ce sont des photos qui sont assez sympathiques et probablement représentatives de la ville de Bam, mais qui, quelque part, probablement embellissent aussi cette ville. Donc, on voit effectivement la Palmeraie avec des bâtiments qui sont intégrés, hein, ici. On voit effectivement les familles qui sont sur leur parcelles, elles habitent sur ces parcelles-là, hein, ce sont des jardins qui sont contigus à l'habitation et qui font la cueillette et le tri des dattes ici. En fait, 15 palmiers dattiers étaient suffisants pour avoir des revenus pour vivre, on va dire, correctement sur Bam. On n'a jamais que des palmiers dattiers, on a aussi des orangers et des citronniers. Mais voilà, un petit peu, de manière peut-être probablement idéalisée, une famille de Bam en train de faire la cueillette des dattes et de trier. Et puis j'ai mis cette image aussi ici parce que je vais vous montrer tout à l'heure un peu plus en détail le bazar. Hein, donc c'est les anciens centres commerciaux, c'est les carrefours du coin, mais c'est l'élément extrêmement important. En fait, la vie se fait beaucoup au bazar avec qui sont un enchaînement d'échoppes dans des structures qui sont couvertes en arc-bout de coupole. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'effectivement, on a pléthore de choses à vendre, des choses qui sont parfois légères, mais des fois lourdes. Donc, il faut penser que quand le tremblement de terre va advenir, ces choses vont être mises en mouvement et vont avoir aussi un impact sur la capacité des structures à résister au séisme. Donc, si on regarde un petit peu, si on fait un état des lieux, on va dire années 70, on a 25 000 habitants, une ancienne ville-étape sur la route de la soie, un habitat qui était à l'époque encore plutôt traditionnel avec la construction en terre. Je parle là de la partie ville, à l'extérieur de la citadelle. Des systèmes constructifs constitués d'arcs-bout de coupole. Une ville donc, qui a évolué dans la périphérie de la citadelle. Hein. La citadelle elle-même abandonnée, donc en gros, par les habitants depuis le début du XXe siècle. L'armée avait gardé la partie centrale donc sur le promontoire et l'avait abandonnée dans les années 70 pour que l'organisme du patrimoine iranien la récupère. On était, on va dire, une société qui était encore traditionnelle, mais quand même déjà en mutation. À la veille du séisme, on a une population qui a plus que triplé sur Bam, 80 000 habitants. On a un centre urbain régional qui est en pleine évolution-expansion avec cette zone franche, donc qui attire beaucoup de population. Donc, et on a eu affaire à une profonde modification du tissu urbain, de l'habitat et des structures. Et donc on a l'adjonction, la modification aussi de l'utilisation de certains matériaux. La terre est abandonnée en gros au début des années 70. Hein, c'est les dernières constructions qui ont pu être recensées. Il y a une pression foncière qui est quand même assez importante. Donc par moment on va simplement garder le rez-de-chaussée en terre et on va mettre dessus des IPN, hein, des poutres en acier, sans forcément faire une bonne jonction ou à réfléchir à comment on fait le lien. Et puis on va monter en hauteur, ou on va carrément détruire les vieilles constructions en terre. On a une palmeraie, j'avais émis l'hypothèse personnellement que la palmeraie était en récession, ce n'était pas du tout le cas. Hein. Sur les photos aériennes à différentes époques, on voit cette palmeraie qui est en extension, donc c'est effectivement une source de revenus importante. En tout cas, les dates de BAM sont réputées, donc je pense que c'est effectivement des moyens de subsistance extrêmement importants. Et puis on a une société qui est quand même en profonde mutation avec
quand même l'abandon du mode de fonctionnement purement traditionnel, bien que BAM sont encore, par rapport aux habitants de Téhéran, enfin en tout cas les habitants de Téhéran, on les considère comme des gens qui sont plus proches des traditions. Hein. Mais par contre, les traditions constructives locales sont abandonnées. Le séisme du 26 décembre, c'est aussi un séisme qui est assez particulier. C'est un séisme dit superficiel, c'est-à-dire qu'il est très peu profond. Ce sont parmi les séismes les plus destructeurs. On a la même chose sur Haïti, hein, donc il est assez proche de la surface. Le foyer est quasiment sous la ville, hein, avec l'épicentre dans la ville. C'est une zone en plus qui est sensible à ce qu'on appelle les effets de site et effets topographiques, hein, du fait de la fois de la géologie des reliefs, mais aussi du type de matériaux qu'on a présent dans le sous-sol. Et puis on connaît cette faille, elle est là, mais on s'en méfie pas. Effectivement, il n'y a pas de traces. J'ai discuté avec l'un des professeurs, professeur Hatzfeld de l'université de Joseph Fourier de Grenoble, qui était sur place en fait au moment où je suis arrivé, et qui disait qu'il n'avait pas de traces dans les écrits anciens, dans ce qu'on appelle l'archéosismicité de séisme. En tout cas suffisamment important, et que ce qu'on appelle la période de retour entre deux gros séismes était sur des échelles plutôt géologiques que des échelles humaines. Hein. Donc on est sur des périodes de retour qui sont probablement au-delà de 2500, peut-être même de 5000 ans. C'est-à-dire que le prochain pourrait advenir entre maintenant et 5000 ans, mais avec une probabilité plus importante sur les 5000 ans. Donc on a effectivement les caractéristiques en termes de magnitude, donc c'est l'énergie qui est libérée au niveau du foyer, hein. C'est la zone qui se fracture au niveau de la faille. La faille est inclinée, c'est pour ça que vous voyez la faille donc, qui est surlignée en bleu, et l'étoile rouge correspond à l'épicentre, hein, donc c'est la projection du foyer à la surface, et donc comme la faille est inclinée, l'épicentre ne correspond pas enfin l'étoile rouge n'est pas installée sur la faille. 6,6 c'est pas un séisme d'une violence démesurée, mais il est suffisant par rapport au fait qu'il soit superficiel. On a une profondeur de 7 km. Hein. Superficiel, il y a deux écoles. Il y en a une qui dit c'est entre 0 et 30 et 0 et 60 km de profondeur. On a ensuite ce qu'on appelle l'intensité sur les échelles de Mercalli. Alors là, c'est une échelle qualitative. Donc c'est par l'observation qu'on va juger en fonction d'une matrice qui va de 1 à 12. Les premiers niveaux, on ne sent rien du tout, il n'y a rien qui se passe sur les bâtiments. Le 12, ça va jusqu'à la modification du paysage. Donc là, on est sur une échelle 9, c'est des destructions extrêmement importantes, de l'ordre de 70-80% du bâti. Et puis plus on va s'éloigner de l'épicentre, et évidemment les niveaux de destruction vont être moins importants. Alors c'est jamais aussi... les zones ne sont pas aussi claires que ça, parce qu'on peut avoir des effets de site à distance qui provoquent des destructions plus importantes à une distance plus éloignée. Mais en tout cas, bon, c'est une représentation facile. On a des caractéristiques d'accélération qui sont assez importantes. Donc au niveau horizontal 0,8, c'est important sans l'être vraiment de manière catastrophique. Par contre, l'accélération verticale est de 1 g, c'est-à-dire qu'il y a une poussée équivalente au poids de... Enfin, il y a plus les bâtiments sont soulevés, en plus comme la faille est quasiment sous la ville. La durée n'est pas très longue, elle est même plutôt courte. On a une durée du signal de 26 secondes, ce qui est très court, et une durée efficace, donc la durée qui a vraiment impacté la ville de 12 secondes, donc ce qui est absolument... c'est un signal qui est très très court. Hein. Donc en quelques secondes. Le bilan, il est ici, je ne vais pas trop le détailler. Bon, nombre de morts, ce qui est quand même... alors principalement sur BAM, mais aussi sur Baravat. Enfin, la plupart des morts sont sur BAM. 26 000 morts, 30 000 blessés, 75 600 sans-abri. La zone, 145 000 personnes affectées sur la zone. Et un niveau de destruction assez important avec des pertes économiques estimées à 1,5 milliard. Donc si on regarde, ça c'est un collègue américain qui a récupéré des photos anciennes. Donc ça c'est la photo un petit peu idéale de la citadelle avant la destruction pour voir qu'est-ce qui se passe en 12 secondes, et qui a fait un montage pour montrer voilà ce qui se passe voilà, en 12 secondes au niveau de destruction.
là sur la citadelle, pour voir l'effet sur la citadelle. On a en fait ici ce qu'on appelle donc un effet de site, puisqu'on est sur un piton. Donc l'énergie va se concentrer ici, il faut que l'énergie se libère. La seule façon qu'elle se libère, ça sera au niveau du bâtiment, qui est sur le promontoire. On appelle ça aussi un coup de fouet. Vous donnez un petit effet à un fouet, et l'énergie que vous libérez au bout est beaucoup plus importante que celle que vous avez donnée. Et puis ici, on a sur des zones où en fait on a à la fois des bâtiments qui sont des ruines, hein, donc pas des bâtiments complets, pas des structures complètes, et puis les éléments qui ont été reconstruits sont quand même beaucoup des interprétations faites par l'organisme du patrimoine sans se préoccuper des aspects structurels. Donc il y a aussi un niveau de destruction qui est assez important, en plus sur une zone avec effet de site, puisqu'on est sur des sols alluvionnaires du fait qu'on soit à proximité d'une rivière. Voilà. Alors, mais sur la citadelle elle-même, il n'y a pas de mort. Il y a 2 blessés, les 2 des membres de l'équipe de l'organisation du patrimoine. Et donc, souvent, on a eu l'association de la photo de la citadelle avec le nombre de morts, alors que les morts sont en ville. Donc, on observe quelques photos qui ont été prises. J'en ai pris quelques-unes 3 semaines après le séisme, où on voit en fait, bon, il y a effectivement des éléments qui sont en terre, hein, comme ici, hein, ces 2 bâtiments-là, mais ensuite on a un peu de tout. Hein. Beaucoup de structures métalliques avec des remplissages en briques cuites, et puis surtout des amalgames, des choses qui ne devraient pas exister, même si dans les zones où il n'y a pas de séisme. Ça c'est des pousses au crime, hein, c'est-à-dire que structurellement, ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, des gros problèmes de compétences qui ne sont pas, comment dire, mais qui sont liés aussi au fait qu'on impose des règles qu'on ne peut pas respecter parce que soit le client n'a pas les moyens de se payer des choses d'un niveau suffisant utilisant des matériaux contemporains type acier, béton, ou alors parce qu'on n'a pas les outils, les moyens techniques à disposition pour faire des choses correctement. Donc les données du problème, c'est on a en face de nous beaucoup de gens qui nous disent mais de toute façon c'est simple, c'est bien sympathique Cratère d'être venu nous voir. Là je ne parle pas de l'organisme du patrimoine, mais de toute façon, à partir d'aujourd'hui, on décide qu'il est interdit de construire en terre. Donc l'un des enjeux, c'est de bien comprendre ce qui s'est passé pour dire c'est pas parce qu'aussi on va dire il faut faire en terre. En terre, si c'est mal fait, ça va tomber aussi. Hein. En fait, c'est pas une question de matériaux véritablement, c'est de pouvoir construire avec des dispositifs parasismiques, quel que soit le type de matériau. Donc c'est de bien comprendre, d'abord identifier les parties prenantes, quels sont les acteurs principaux qui ont leur mot à dire, qui sont influents. Donc on en aura 2 principaux qui sont l'organisme du patrimoine, qui eux au contraire vont tout faire pour qu'on puisse continuer à construire en terre, mais plutôt sur leur zone à eux, c'est-à-dire sur les zones patrimoine. Et puis l'organisme en charge de la reconstruction, notamment de l'habitat, qui est la Fondation islamique du logement, qui est une grosse organisation extrêmement puissante en Iran, qui dépend non pas du gouvernement, mais du guide suprême, qui a été mis en place lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak, et qui a des compétences très fortes pour reconstruire très très vite, et des moyens quasiment sans limite. Donc eux, ils veulent reconstruire de l'habitat très rapidement. Donc ça, ce sont les parties prenantes et quelles sont un petit peu leur attitude. Hein. Mais ce n'est pas des attitudes négatives, hein, il ne faut pas le prendre comme ça, c'est parce qu'ils ont une mission qui leur est confiée et qu'il faut qu'ils mènent à bien. Ils ont à reloger plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Si nous on vient, on leur dit non, c'est pas bien, il faut faire comme ça, et qu'on leur dit mais par contre il vous faudra 40 ans, c'est pas bien non plus, enfin notre message n'est pas le bon non plus. Hein. Donc voilà, et puis de bien comprendre ce qui s'est passé. Donc j'ai déjà donné des éléments d'analyse sur quelle était la situation et pourquoi ça s'est effondré. Faire un état des connaissances, en tout cas nous concernant sur l'architecture de terre et la problématique sismique. Donc on va faire un travail bibliographique important sur la base d'un travail qui avait été fait par des Américains et on va le compléter. Et puis proposer une démarche d'accompagnement des partenaires iraniens qui seront à la fois l'organisation du patrimoine et l'organisation qui est en charge de la reconstruction. On va voir un petit peu jusqu'où on a été capable d'aller, avec au début des grandes ambitions, et puis après de voir est-ce qu'on a été en capacité d'aller jusqu'au bout. Et pourquoi on s'est accroché à ça, c'est aussi parce que à cette époque-là, c'est pas si vieux, hein, c'est une dizaine d'années, plus de 50% de l'habitat en Iran, c'est de la terre. Donc abandonner BAM, se dire bon bah ok, tant pis, on fait une croix dessus, on se retire. C'est aussi abandonner la totalité du patrimoine, pas simplement culturel, mais aussi vernaculaire, avec toutes ses qualités.
Et donc, il y a des enjeux assez forts là-dessus. Les parties prenantes, j'en ai cité certaines, donc les deux principales, les plus puissantes, on va dire, qui sont l'organisme du patrimoine et la Fondation islamique du logement. Mais on a aussi les autorités locales, hein, qui sont censées quand même, donc la mairie, hein, en plus on a la chance d'avoir un maire qui est quand même plutôt bien. Les maires ne sont pas élus, en fait c'est le conseil municipal, et ensuite le conseil municipal va chercher quelqu'un qui a des compétences particulières et qui le fait venir. Donc là, il y avait quelqu'un qui était plutôt vraiment très très bien. Et lui, il est dépassé parce qu'il n'a pas les moyens financiers, il est sur des zones où soit il a en face de lui la Fondation islamique du logement qui, lui, a un impératif de résultat. Lui, il pense à sa ville, au développement urbain, reconstruire les axes routiers, les services publics, etc. Donc il a quand même pas mal de difficultés. Et puis l'organisme du patrimoine qui a décidé ok, on sécurise un certain nombre d'endroits, donc la citadelle, plus un certain nombre de bâtiments, de monuments historiques qui sont en ville. Et puis c'est pas grave, on ne veut pas d'interaction avec la société civile, on ne veut pas d'interaction. Nous, on veut garder notre pouvoir dans notre coin. Donc c'est vrai que de les faire dialoguer chez eux, ça a été très difficile. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On les a fait venir à Villefontaine. Et en fait, c'était la première fois qu'ils discutaient. Donc en septembre, on a fait un séminaire à Villefontaine. On a invité le maire, les deux organisations, plus des scientifiques, donc des universitaires qui travaillaient sur la question. En termes d'ONG, d'associations, il y avait assez peu, donc on n'a pas pu trouver de partenaires. On n'a pas pu faire venir non plus des artisans entrepreneurs, qui en fait étaient les principaux acteurs de la construction de la ville. Il y a très peu de grosses entreprises. Il y a quelques bâtiments qui ont été faits par des grosses entreprises basées à Téhéran, mais la grande partie de ce qui avait été construit à BAM, c'était fait par des artisans entrepreneurs. D'où l'importance de comprendre quelles étaient leurs capacités, leurs moyens, qu'est-ce qu'ils maîtrisent, qu'est-ce qu'ils ne maîtrisent pas, et de proposer des choses qu'ils soient capables de maîtriser. C'est-à-dire pas d'un seul coup de leur imposer l'application stricto sensu, ce que personne ne fait d'ailleurs nulle part, de normes qui sont effectivement en théorie extrêmement consistantes et efficaces, mais qui sont inapplicables. On a donc un tissu urbain qui ont été largement modifiés au cours des 30 dernières années avec de la densification et des nouvelles infrastructures urbaines, extension de bâtiments anciens, éventuellement de la destruction, création d'infrastructures, changement de fonction. Une population qui a beaucoup monté. En gros, donc, on a vu BAM est passé de 25 000 à 80 000 habitants, donc une augmentation de 3,2 sur la durée entre 70 et 2003, alors que dans le pays, on avait une augmentation de 2,4. Donc on a une augmentation de 50% supérieure sur BAM par rapport aux autres villes, avec des capacités de gérer. On a vu une mairie qui n'a pas une grande puissance, qui est une petite mairie, c'est pas la ville de Yazd, c'est pas celle de Kerman. Donc on comprend aussi les difficultés et la raison pour lesquelles les choses ont posé des problèmes. Là, on a 4 photos aériennes à 4 périodes différentes. La première en haut à gauche, elle date de 1957. C'est une photo aérienne qui en fait reprend la partie où se situe le bazar, le grand bazar. C'est le cœur vraiment de la ville à l'époque. Donc on voit ce bazar, une surface assez importante en 1957. On a encore des zones qui ne sont pas construites. Et puis là on passe en 1976, donc 20 ans plus tard. On a la création d'un axe assez important donc, au nord bazar, avec un nouveau bâtiment qui est colorié en jaune mais qui ne devrait pas l'être, qui est un mausolée qui vient couper en deux le bazar. On a des parties du bazar donc, dans cette partie-là qui ont été enlevées, alors qu'en fait un bazar c'est une structure qui est assez particulière, qui est un enchaînement de voûtes, donc structurellement c'est une cohésion et une logique. Donc effectivement si on a commencé à démonter des choses et tout ça, on ne sait pas bien si jamais ça a été fait selon les règles de l'art et si jamais les efforts sont repris. Et puis on continue, donc on avance, donc ça c'est en 94, quasiment, enfin, tout à fait 20 ans plus tard, 18 ans, où on voit qu'il y a encore des nouveaux éléments qui ont disparu, etc., pour voir une photographie aérienne, donc quelques jours après le séisme, où en fait le bazar est quasiment détruit à 100%. Alors, il est détruit à 100%, c'est une multiplicité de facteurs. Souvenez-vous de la photo que je vous ai montrée de l'ouvrage. J'ai dit, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur d'un bazar. Alors bon, quand c'est des couvertures qui sont vendues, ça va, mais quand c'est des sacs
de ce qu'on appelle des pondéreux, des choses qui sont lourdes, et que ça va être mis en mouvement. Il n'y a rien de pire pour une structure type armure coupole que des forces qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. C'est des systèmes qui travaillent en compression. On peut charger quasiment tant qu'on veut une voûte, elle finira par casser bien évidemment, lorsqu'on aura atteint la limite, mais en tout cas elle résiste aux efforts de compression. Alors que si on sollicite le bâtiment de l'intérieur vers l'extérieur, là, il n'est pas en capacité de résister à la destruction, à l'effondrement. Ensuite, on a quand même des sérieux problèmes d'entretien, des modifications. Sur les bazars que j'ai pu visiter, il y a beaucoup de... On a agrandi et coupé les parties de voûte, donc structurellement, le bâtiment devait aussi être pas forcément suffisamment en état de résister. Et puis il y a les problèmes d'entretien. Au niveau des systèmes constructifs qu'on va rencontrer, des matériaux, on a effectivement, on n'a pas plus que de la terre, hein. On verra que en fait c'est devenu une minorité. On a de la terre sous forme de deux techniques. L'adobe, donc c'est la brique de terre crue, simplement moulée et séchée, et la bauge qui ressemble un petit peu au pisé de notre région, mais qui n'en est pas, qui sont des murs monolithiques qui sont montés sans coffrage, contrairement au pisé. Mais on a aussi beaucoup de briques cuites. C'est une région où on produit beaucoup de briques cuites, du béton, des blocs de ciment, beaucoup d'ossature métallique. Toute la construction en Iran aujourd'hui, c'est de l'ossature métallique avec remplissage soit briques cuites, soit béton. Et beaucoup de systèmes mixtes, c'est-à-dire par moment une hétérogénéité complète. C'est-à-dire on fait des extensions au fur et à mesure où on a des moyens. Donc là, il n'y a rien de pire, parce qu'en fait, il n'y a pas un système constructif homogène, et ce qui va faire que le bâtiment va commencer, quand il va être sollicité, à avoir des phénomènes de torsion qui vont amplifier la destruction. Avec des systèmes de maçonnerie porteuse ou des systèmes porteurs poteau-poutre avec des remplissages. Alors, on a une équipe irano-japonaise qui a fait, suite au séisme, donc en février 2004, donc quelques semaines après le séisme, qui a essayé de faire un relevé sur un certain nombre de sites, de parcelles, du type de matériaux. Et en fait, eux, ils arrivent à un chiffre de 8% pour ce qui est resté de construction en terre pure. Donc c'est vraiment une minorité. Alors probablement que c'était un petit peu plus, mais on ne va pas discuter les chiffres. Si c'était plus, c'était peut-être 12 ou 15%, ça ne change pas grand-chose. En fait, ils ont beaucoup échantillonné sur les grandes voies qui sont des voies qui sont assez récentes. Ils n'ont pas échantillonné sur cette partie centrale où en fait on a un quartier assez important en terre qui s'est assez bien comporté. Donc voilà quoi. Mais c'est pour dire qu'on va trouver une multiplicité de matériaux. Si ces sont mal mis en œuvre, ils vont s'effondrer par rapport au séisme. Et nous, on a voulu, comme on n'arrivait pas à voir des photos, on a voulu aller voir à quoi ressemblait une ville du type de BAM avant le séisme, en allant visiter donc une ville à 150 km qui s'appelle Girov, pour dire, bon, bah oui, à quoi pouvait ressembler BAM. Donc on voit, il y a effectivement encore quelques bâtiments en terre, mais qui jouxtent des bâtiments en structure métallique. À des endroits, il n'y a plus rien. On a des bâtiments en terre qui ont été enduits avec du ciment, donc qui sont mis en état de vulnérabilité, parce que ce n'est pas compatible, ou des bâtiments en terre qui ne sont pas très bien entretenus, et y compris là, on peut facilement imaginer qu'en cas de sollicitation sismique, ces bâtiments résistent assez peu. On s'attache beaucoup, au-delà des structures, à essayer de comprendre dans ce qu'on appelle culture constructive les savoirs, l'état des savoirs. Qui sont dépositaires de savoirs, qui connaît les techniques, surtout de manière traditionnelle, et comment c'est transmis. Est-ce que c'est ensuite transmis par des systèmes institutionnalisés, on va dire. Donc il n'y a pas d'école des métiers du bâtiment, on apprend sur le tas. Donc on passe d'un système traditionnel de maître maçon à un système où en fait on vient apprendre sur chantier, mais plus du tout dans les mêmes conditions. Donc il y a quand même une déperdition des savoirs. Donc ça, je l'ai déjà dit, la ville a été en grande partie bâtie par les artisans et entrepreneurs. Les architectes et ingénieurs qui d'ailleurs ont été présents après la catastrophe, en fait, sont totalement ignorants des systèmes constructifs traditionnels, donc ils sont plutôt à même de faire des erreurs, comme ça a été le cas sur la citadelle, où ils ont apporté des renforcements, parce que avant le séisme, en disant on va renforcer ces parties-là, il s'est avéré que les renforcements qu'ils ont mis ont rendu encore plus vulnérables ces parties, puisqu'elles se sont effondrées. Et puis ensuite, il y a les normes parasismiques qui existent, qui sont parmi les plus draconiennes en Iran, enfin en Iran, au monde, avec le Japon.
Mais elles sont souvent inapplicables parce que économiquement, ça veut dire mettre des moyens extrêmement importants parce que c'est très sophistiqué et que bah, l'économie prime et on va dire on fait comme si on fait de l'imitation, mais on respecte pas la règle. Et puis techniquement, ça se maîtrise pas. C'est pas forcément le petit artisan, ça demande des équipements et des compétences particulières. Donc il y a un réel problème d'adéquation entre ce qui serait souhaitable en théorie avec le modèle international, mais ce serait la même chose chez nous, hein, en discutant avec certains bureaux d'études qui sont spécialisés notamment sur la zone de Monaco, pourtant où il n'y a pas du tout de problème financier, hein, mais de mettre en place sur chantier les dispositions parasismiques avec les ferraillages particuliers, le type d'acier, on n'arrive pas à y compris le respecter sur ces zones-là. C'est vraiment très très complexe, il faut un contrôle maximum. Donc il y a vraiment un formidable décalage qui est aussi à l'origine des problèmes. L'autre hantise, c'est celle exprimée par le ministre de la Culture iranien, qui était donc le directeur de l'organisme du patrimoine, qui m'a dit, écoute Philippe, moi ma grande crainte, c'est le second séisme. Je dis, mais comment vous savez qu'il va y avoir un second séisme? Il me dit, non, c'est le séisme culturel. Parce que les bâtiments qui vont être proposés à la reconstruction, ça va être absolument catastrophique. C'est-à-dire ça va être des boîtes sans aucune préoccupation de la typologie architecturale et urbaine de BAM. Et effectivement, alors l'image du haut n'est pas BAM, c'est un village, mais c'est représentatif quand même de ce qu'on peut trouver dans la zone. Donc avec des petites rues, des ensembles en terre, des enclos où il y a un jardin intérieur assez peu de vis-à-vis, enfin pas de vis-à-vis par rapport à l'extérieur. Et voilà ce qui est proposé à la reconstruction. Donc là, c'est la boîte classique. Hein, donc ça, c'est du structure métallique, remplissage, briques cuites. En plus, ça fait, je ne sais plus, celle-ci, elle devait faire une trentaine de mètres carrés, alors que là, on est dans des constructions qui généralement sont de l'ordre de 100 à 120 mètres carrés. Quoi. Et ben, effectivement, il n'y a aucun BAMI qui s'est déplacé ici. Ils sont restés le temps qu'il fallait sur leur parcelle, sous les toiles de tente. Pourquoi? Pas simplement pour une histoire culturelle en disant on ne veut pas de ces boîtes, c'est parce qu'il y a un cadastre mais qui n'était pas à jour. S'ils quittent leur parcelle, ils la perdent. Donc on protège les seules valeurs qui nous restent. Ensuite, il n'y a pas qu'une valeur financière, il y a une valeur, un attachement. C'est des générations qui ont occupé ces parcelles et qui ont développé cette activité. Donc, effectivement, donc, aucun BAMI, en tout cas, à ma connaissance, n'est venu s'installer ici à la périphérie de BAM. C'est plutôt des réfugiés afghans ou de l'exode rural, des gens qui ont quitté des villages. Alors nous, on va proposer une stratégie avec d'autres experts lors d'un séminaire international qui va avoir lieu à BAM en avril sur l'intervention au niveau du patrimoine, c'est le maximum de compréhension et le minimum d'intervention. C'est-à-dire surtout pas de venir avec des choses monumentales et tout ça, mais vraiment de comprendre. En plus, au niveau de la citadelle, le tremblement de terre a révélé des choses qui n'étaient pas connues d'un point de vue archéologique. Donc il y a du travail pour les archéologues iraniens pour des dizaines et des dizaines d'années. Et donc toutes les propositions de certains, comme il faut reconstruire, on va mettre des résines époxy, on va refaire BAM entre guillemets à l'identique, mais pas du tout à l'identique, hein, comme Disney World, hein, pour être caricatural. Ça marche pas. Donc, par contre, il y a des éléments d'urgence à intervenir, de sécurisation, de déblaiement, de consolidation, pour éviter que certaines zones s'écroulent, et puis de réfléchir à l'intégration entre la citadelle et la ville. Donc le travail qui a été fait lors de ce workshop, cet atelier international, va aussi conduire à permettre la nomination du site paysage culturel de BAM au patrimoine mondial en juillet 2004. Et c'est pas simplement la citadelle, c'est véritablement l'ensemble du paysage culturel qui est nominé, avec non seulement des choses qui sont visibles, hein, mais des choses qui le sont moins, comme le système justement des canats, ces fameux tunnels d'approvisionnement en eau,
et puis aussi des éléments immatériels du savoir dont étaient dépositaires les Iraniens. Et nous, on propose d'associer aussi une démarche au niveau urbain, c'est-à-dire de proposer qu'une partie de la reconstruction se fasse avec des constructions parasismiques en terre et intègre effectivement la qualité des espaces traditionnels, hein, puisqu'on est quand même on est en zone désertique, hein, quand il fait chaud, il fait chaud. Donc l'architecture qui s'était développée, elle prenait en compte ces éléments-là et elle fournissait un espace qui était quand même confortable, où on avait toute une intelligence avec le système des canates, le système des tours avant que je ne vous ai pas montré, je crois que j'en ai un peu plus loin, qui permettait de rafraîchir les espaces, alors que là, ce qui a été proposé, c'est la boîte où il fait 30, 40, 50 degrés, et on est obligé de venir avec l'air conditionné. Donc on va privilégier une approche intégrée et durable on a co-écrit ces choses-là. Hein. On n'écrit pas pour les Iraniens, on accompagne nos partenaires à rédiger un peu le projet. Et donc c'est une ville agréable et vivable qui prend en compte son passé de manière dynamique. L'idée c'est aussi de former, qualifier, employer les BAMI à la reconstruction. C'est-à-dire lors des grandes catastrophes, il y a aussi un afflux d'argent important et on souhaite que l'argent ne serve pas à acheter des kits et que cet argent-là reparte on ne sait où, hein. Ça peut être aussi bien ici en Iran qu'en Turquie, qu'en France ou même aux États-Unis, mais qu'il y a un maximum d'argent qui circule et que plutôt que de payer des kits industriels, on paye des ouvriers, des artisans, des entrepreneurs locaux et que l'argent circule, donc permet de générer de l'économie locale. Donc on fait un travail, comme on l'a dit, sur l'état des connaissances et la revue de la littérature, donc pour avoir un petit peu l'état un petit peu des connaissances. Il y a tout un travail d'enquête qui sera fait donc sur BAM, à la fois sur les structures, les matériaux, les ressources matières premières. Il y a de la terre, mais la terre n'est jamais seule. Elle est associée à des éléments végétaux, à du bois éventuellement, à de la pierre s'il y en a, etc. On essaye aussi le plus possible d'enregistrer, de capitaliser le savoir des maîtres maçons, qui sont en fait des vrais architectes. Hein. Ils savent concevoir des bâtiments absolument impressionnants. Et donc, ce sont des gens qui sont généralement très âgés et il faut sauvegarder ces savoirs. De tout ce qui est pathologie, donc voilà, et puis problème, donc ici on avait une pathologie de termites, d'avoir une base de données qui soit utile, notamment aux partenaires iraniens, de faire un état des lieux spécifique sur qu'est-ce qui a tenu et pas tenu sur notre partie à nous, c'est-à-dire l'architecture de terre, donc pour comprendre pourquoi ça a tenu et pourquoi ça n'a pas tenu. On s'aperçoit qu'il y a des bâtiments, qui ont quand même... alors le génie parasismique, c'est quoi pour de l'habitat? C'est quoi l'objectif quand on veut faire de l'habitat parasismique? C'est quoi l'objectif numéro 1? Je sais pas. Pardon? Voilà, donc en fait l'objectif numéro 1 c'est les vies humaines. Quel que soit l'état du bâtiment après la secousse. Donc ce qui veut dire aussi des stratégies où on accepte que les bâtiments, soit ils mettent du temps à s'effondrer et les personnes ont le temps de sortir, soit que des parties de la structure s'effondrent, mais en particulier, quelqu'un l'a dit, je ne sais plus qui, que les toits, les planchers ne s'effondrent pas, parce que c'est généralement ce qui tue. Hein. Un plancher en terre ou une toiture en terre comme ça, c'est très lourd. Si elle tombe, elle tue. Il y a assez peu de chances que les gens... Donc ici, on voit que cette partie-là s'est effondrée. Là, on en a aussi eu. Par contre, on voit que sur de l'habitat quand même très populaire, très traditionnel, comme ici et là, ça a assez bien fonctionné. En fait, souvent, ce n'est pas la couverture qui pose problème, c'est les murs qui sont dessous. C'est-à-dire que si le bâtiment a été bien fait et que le bâtiment se déplace, on va dire, de manière homogène, sans qu'il y ait une déformation importante avec écartement des murs, la toiture va rester. Alors, effectivement, on aura des fissures, hein, et la fissure, c'est aussi un moyen d'avoir de la déperdition d'énergie, parce que le tremblement de terre, à travers les ondes, véhicule de l'énergie qu'elle transmet aux structures, et elles-mêmes doivent se débrouiller pour refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre, quoi. Sauf quand c'est pas possible, ça s'effondre. Donc une manière de libérer cette énergie, c'est par des systèmes de fissures. Hein. Il y a des systèmes traditionnels, c'est pas le cas ici, hein, dans d'autres pays,
qui utilisent ce principe-là pour soit des murs fusibles qui vont s'effondrer, donc une partie du mur sans que la toiture s'effondre, ou des systèmes de fissuration à l'horizontale en évitant que les fissurations montent à la verticale pour éviter l'effondrement des murs. Donc c'est ce qu'on va rechercher, c'est ces stratégies-là. Et c'est du génie parasismique. On n'est pas là, on ne parle pas pour l'habitat de bâtiments qui accueillent du public, qui doivent avoir un niveau de performance un peu plus élevé. Hein. On ne parle pas des centres de secours qui, eux, doivent être immédiatement en utilisation après l'événement. Parce que ce sont des bâtiments stratégiques extrêmement importants. On va amener des blessés, il faut les soigner, etc. On va privilégier les vies humaines. Les centres de communication, c'est la même chose. Les centres de secours type pompiers, la police, etc. Donc là, on a des niveaux de performance et d'exigence qui ne seront pas les mêmes. On ne peut pas accepter que, une fissure encore, ça peut passer, à partir du moment où elle ne met pas en danger le fonctionnement intérieur. Et puis on va aller vers des classes de bâtiments qui sont au-delà, où là, on n'accepte en théorie aucun problème. Hein. Il faut que le bâtiment soit exactement dans l'état initial après la secousse, et que pendant la secousse, il soit aussi intègre. C'est lesquels? On en a un pas très loin, on en a une pas très loin. Les centrales nucléaires ou tout ce qui est usine chimique, pour éviter les suraccidents. Donc voilà, donc on fait un état de lieu, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors certains bâtiments avaient été abandonnés, donc sans entretien, donc on peut expliquer, voilà. Bon, comme les bâtiments qui ont été construits ont probablement été construits sans, quels que soient les matériaux, hein, sans préoccupation parasismique, puisqu'on estimait qu'il y avait effectivement certes la faille, mais qu'il n'y avait pas c'était pas une zone dangereuse. Il n'y a pas forcément de dispositif parasismique, sauf que on s'étonne de voir certains bâtiments qui ont plutôt bien résisté et qui ont, notamment ici, on a ce qu'on appelle un caravansérail. On a aussi ici des structures assez complexes en voûte. Hein, et en fait, sur BAM, ils n'étaient pas conçus comme étant des systèmes parasismiques, mais il se peut que, du fait que l'Iran était quand même une zone extrêmement sismique, soit des modèles qui étaient partagés un peu partout, et que ça soit normal que ces bâtiments aient résisté. Et on trouve en ville des choses assez particulières qu'on a découvertes, à savoir que par exemple ici, c'est des voûtes en terre crue, hein, c'est ce qu'on appelle les adobes, avec des murs assez larges, assez traditionnels, et on trouve sur le côté des voûtins, et des voûtins encore plus petits. Hein, c'est là avec ma flèche là. Donc dans le même sens que la voûte principale qui est ici, hein, on retrouve ça ici, et puis aussi en perpendiculaire, comme on l'a ici. Donc on s'est posé la question en disant, d'abord le bâtiment est debout, la toiture s'est pas effondrée. On ne pense pas que ça a été fait sur BAM exprès comme étant du parasismique, mais le fait que ça soit fait de cette façon-là permet un bon comportement. Pourquoi il permet un bon comportement? Parce qu'en fait, il allège ce qu'on appelle le barycentre, c'est-à-dire le centre de gravité du bâtiment, il va être abaissé. Si cette partie était pleine, on aurait un centre de gravité assez haut, donc un élancement général du bâtiment qui provoquerait des mouvements beaucoup plus importants. Mais on pense que c'est pas parce que les gens ont fait de cette façon-là, ils ont probablement copié un système qui existe par ailleurs dans d'autres endroits en Iran et peut-être qui était conçu par rapport au séisme, mais c'est surtout pour des questions à la fois probablement d'économie de matériaux. Bah oui, dans le traditionnel aussi, moins on utilise de matériaux pour faire une structure, mieux c'est. Et puis aussi probablement, alors ce sera à vérifier, là il faudrait que je joue avec mes amis de l'INES, d'amélioration des qualités thermiques. Hein, voilà. Alors, sur la citadelle elle-même, on nous a demandé de travailler sur cette partie-là qui s'appelle la second gate, la deuxième porte, qui est proche de la partie centrale. Donc ça, c'est des photos avant, hein, donc depuis l'intérieur. Donc là, on a dans notre dos la caserne qui était sur le promontoire rocheux, et puis là, on a l'ouverture. Et là, on a l'état avant et après. Donc, il y a tout un travail qui a été fait d'abord pour découvrir en stratigraphie archéologique par l'un de nos collègues archéologues que cette partie-là a été faite à différentes périodes. Donc,
que structurellement, on peut comprendre la raison pour laquelle il y a tel type de destruction, etc., etc., parce qu'il y a des éléments qui sont quand même sous-dimensionnés et en termes structurels qui ne sont pas très logiques. Donc là, il y a eu tout un travail. Donc c'est l'objectif qu'on vise par rapport à la partie intervention sur la Stadel avec les gens du patrimoine. Donc il y a tout un travail qu'on fait ensuite sur l'analyse des terres, la mise au point des matériaux. Donc là, on teste différents types de matériaux, on teste différents types de terres. On retrouve les bonnes carrières. On forme en même temps les équipes iraniennes. On met en place des unités de production qui permettent de produire donc, des adobes qui vont être utilisés dans la reconstruction de certaines parties de la Stadel. La Stadel, on l'a ici, c'est l'arrière. La ville de Bam est ici. Donc voilà les stocks. On fait des essais donc, sur des murets tests, pour voir effectivement quel type d'enduit, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux et le moins bien, pour pouvoir resserrer les choix. On fait aussi des propositions de renforcement avec des végétaux, donc avec des roseaux et des petits bambous, ici, pour pouvoir intervenir justement sur la second gate qu'on a vu. Donc on travaille parce que c'est pas simplement aussi de mettre noir sur blanc sur un papier, voilà, c'est comment ça se passe sur le chantier, quoi. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une idée qui est géniale, mais en même temps qui est complètement saugrenue, parce qu'on n'arrive pas à la mettre en place sur chantier. Donc on a des ajustements, on a des phases de recherche expérimentale. Donc on est au point où effectivement on a fait vérifier aussi tout ça avec des notes de calcul structure pour s'assurer que ça fonctionne bien. On a validé les options en disant voilà, on est sur des éléments qui correspondent à ça et on peut effectivement mettre ces renforcements, ça va fonctionner et ça va être possible sur le chantier, ça ne va pas être un vrai casse-tête. Voilà, donc je mets de côté là pour l'instant parce qu'on arrive à une période particulière. Donc je reviens en arrière maintenant sur la partie qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de reconstruction. Donc on propose à l'organisme, la Fondation islamique du logement, un prototype d'habitat qui est basé sur les typologies architecturales locales. Et puis aussi qui se dit, mais si on fait un bâtiment monolithique, parce que l'appel d'offres c'est 100 mètres carrés, si on fait un bâtiment monolithique de 100 mètres carrés, et qu'on vient l'implanter sur la parcelle existante, qu'est-ce qui va se passer ? La conséquence, c'est qu'on va couper les palmiers dattiers. Or, c'est complètement idiot, parce que c'est la source de revenus. Donc, il faut pouvoir proposer une architecture qui soit parasismique, mais qui soit flexible. Donc, c'est des éléments qui sont individuels, mais qui peuvent se combiner en fonction de la typologie de la parcelle, et aussi du type de couvert végétal, et tout ça. Donc là, on a fait une proposition. Là, c'est vraiment la proposition préliminaire. En fait, on a fait 3 propositions à l'organisme en charge de la reconstruction. Et c'est celui-ci qui est intermédiaire, enfin, c'est une version intermédiaire qui est prise. On prend en compte aussi la question de qui va construire. Donc, à nouveau, les artisans, les maçons, quels sont les savoirs dont ils disposent, quels sont les outils. Donc, il ne s'agit pas de sortir des choses extrêmement sophistiquées qui va faire qu'ils ne seront pas en mesure, ou ils ne pourront pas le faire, ou ils le feront mal. On met au point un système parce que les bureaux d'études nous imposent d'avoir un système porteur, donc en adobe, enfin, là c'est nous qui le proposons. À l'origine, ce sont des raidisseurs en béton armé qui vont devenir par la suite, parce qu'il y a 2 bureaux d'études, un français et un iranien, qui vont travailler dessus en disant non, c'est de la terre, nous on n'a pas trop confiance. Donc en fait, on a un double système porteur avec mur en adobe, poteau en béton armé. Et puis, pour ce qui est des coupoles, ils n'acceptent pas qu'on passe en voûte, en briques de terre crue, mais en éléments aussi en béton. Donc, on fait du béton préfabriqué avec un moule qui est mis au point sur place et qui servira de coffrage perdu. Donc, des éléments aussi qui soient légers, qui ne demandent pas des outils de levage importants en 2 parties. Et donc, voilà. Et puis, on compte sur le travail des artisans iraniens qui sont très très bons dans tout ce qui est plâtre pour faire ça. Donc, voilà un petit peu. Alors, vous allez me dire, il y a effectivement encore beaucoup d'acier. On a 3 fois moins d'acier que les autres prototypes qui ont été faits en même temps. Il y a eu 12 prototypes. Et on est le prototype d'habitat le plus proche des typologies architecturales locales. Les autres, on les voit à peine, ils sont derrière, j'aurais pu les montrer. Enfin, voilà. Ce sont plutôt des blocs de béton. Mais on a mis beaucoup de temps à le faire parce qu'on a dû passer à travers les fourches codines des bureaux d'études, avoir des validations. Donc, alors que les autres ont pu faire leur bâtiment en l'espace de 6 mois à 1 an, nous on mettra 2 ans à faire le prototype. Il reste à ce moment-là 150 familles qui ont droit encore à la subvention.
Voilà d'autres photos d'intérieur. Voilà le bâtiment, comme il est. Donc il a une configuration qui est différente de la précédente, il y a quelques éléments qui changent. Donc il reste 150 familles. Elles viennent sur le site, à nouveau, et sur les 150 familles, on a quasiment la totalité qui dit « Nous, on veut ça », parmi les 12. Donc on est assez content parce que ça veut dire qu'on a répondu aux besoins, que c'est assez proche de leur attente. Et en fait, il s'avère que l'ingénieur qui doit signer les plans, engager sa responsabilité, il nous a dit « Je ne peux pas, je ne connais pas le matériau, ça me fait trop peur, et donc je refuse de signer les dossiers. » Et donc, sur cette partie-là, on est resté au stade du prototype. On n'a jamais pu aller plus loin que ça. Le bâtiment a connu d'ailleurs des répliques, il est en parfait état. Actuellement, il est utilisé, je ne sais plus par qui, mais en tout cas, il est utilisé. Je ne l'ai pas revu depuis 4-5 ans, mais j'ai un collègue qui a été. On est au moment aussi, on ne va pas pouvoir aller plus loin sur la partie du patrimoine. On est au moment des changements politiques. Le nouveau président arrive au pouvoir, donc j'ai toujours du mal à le prononcer, Ahmadinejad, quelque chose comme ça. Hein? Ahmadinejad, ouais. Il faudrait que je me l'écrive directement. Et en fait, on a de plus en plus de difficultés à pouvoir se déplacer en Iran, à être invité par nos partenaires. Et pendant plusieurs années, il nous a été impossible d'aller sur BAM. Par contre, le bilan qu'on en tire, il est mitigé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu aller jusqu'où on devait aller, mais il y a quand même énormément d'éléments importants qui ont pu être effectués et qui vont servir pour la suite. On est censé terminer à quelle heure? Parce que j'ai l'impression que je prends beaucoup de temps. Non? Faut me dire, hein, parce que il est quelle heure là? Bon, je vais essayer. Bon, les éléments importants, c'est qu'on a quand même réussi malgré tout à convaincre les parties prenantes, notamment la Fondation islamique du logement, au-delà du fait que l'ingénieur, qui est un bureau d'études privé, a refusé, a décidé de s'investir sur ces questions de construction en terre, qu'aujourd'hui d'ailleurs on travaille à nouveau avec eux, et donc il n'y a pas eu interdiction absolue de construire en terre, même s'il n'y a pas eu autant qu'on aurait voulu. Que tout ce qui est les questions, oui, c'est les morts, c'est à cause de la terre, ça a été balayé. Et les gens quand même font la différence, notamment les Bamis qui ont été les premiers à dire mais non, c'est ce qui a été mal construit qui est tombé et qui a tué, quel que soit le matériau. Que le projet avait quand même été très bien reçu par la population. Mais aussi que ça nous a permis de pouvoir envisager une suite. Alors une suite pas sur BAM parce que c'était compliqué, mais de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment donné avoir un projet qui anticipe ce qui pourrait se passer sur BAM. Donc je vais y revenir. Par contre, il y a d'autres éléments importants, c'est que si on veut convaincre que les cultures constructives locales sont pertinentes, c'est très difficile de le faire au moment de la catastrophe. Parce qu'on est dans l'urgence, on est dans l'émotionnel, les gens se disent il faut qu'on construise, on est comptable de l'argent qui nous est donné, donc il faut aller très vite. Souvent, dans la construction post-catastrophe, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises à cause de ça. On ne prend pas suffisamment le temps de mettre les choses comme il faut en place. Ensuite, des connaissances importantes ont pu être développées concernant justement ces questions d'architecture en terre et l'approche sismique qui vont nous servir, nous, sur d'autres projets que je montrerai après. Ça, je ne rentre pas dans le détail. De toute façon, je pourrais faire passer le PowerPoint. Donc, voilà. Donc, on a continué en Iran suite à un appel d'offres de l'Union européenne et on a répondu avec une ONG iranienne sur la prévention et la gestion des risques. C'est-à-dire, il aurait fallu qu'on soit avant la catastrophe sur ces questions-là pour pouvoir anticiper et réduire la vulnérabilité des bâtiments. Donc on a fait un travail entre 2009 et 2014 sur ces questions-là. Donc on voit sur un tissu urbain qui est à peu près similaire à celui de BAM, mais qui est beaucoup plus dense, parce que c'est une ville qui a beaucoup moins d'enjeux, qui est beaucoup moins en extension que celle de BAM. Donc c'est Ardakan à proximité de Yazd, donc c'est la province qui est au-dessus, et où on a pu développer une stratégie d'intervention avec une ONG, une association, donc Amiran. À nouveau, on a impliqué l'organisme du patrimoine
Et maintenant, on est en train d'impliquer, enfin bien que le projet soit fini, l'organisme qui est en charge de la reconstruction. Donc voilà le tissu urbain. Alors là, on n'a que de la terre, hein, c'est le centre historique, mais qui n'est pas un centre historique protégé, entre guillemets. Il y a quelques bâtiments qui sont protégés, mais on a aussi à faire du travail à la fois sur des bâtiments qui sont quand même bourgeois, on va dire, mais aussi sur l'habitat beaucoup plus modeste. À travailler avec les équipes iraniennes locales, les universitaires de l'université d'Hijaz. On a installé, y compris là aussi, un laboratoire. On a fait des interventions, on travaille avec le maire. Alors là aussi, on a connu des vicissitudes avec la période politique. Et pendant un an et demi, on n'a pas pu se déplacer là-bas. Voilà quelques éléments. On a commencé à mettre au point d'autres dispositifs parasismiques avec des grilles plastiques. Alors elles ne seront pas installées comme ça dans les enduits, mais plutôt, sauf sur les bâtiments qui existent et qui sont véritablement vulnérables. Mais sur les nouvelles constructions, ce seront des choses qui seront mises dans les mortiers à différents niveaux. Et ça a été testé à l'université Joseph Fourier. Donc un laboratoire d'essai aussi qui a été installé. Et donc on a une équipe de jeunes architectes qui s'est installée et dont la mairie a cédé une partie des bâtiments pour qu'ils fassent un atelier de conseil aux populations locales qui sont des populations à revenus modestes. Il y a tout un travail d'enquête sociale justement qui a été fait sur place pour voir quelles étaient les attentes aussi des populations, parce que cet habitat il faut le faire évoluer. Il n'y avait pas de pièce d'eau à l'époque, donc c'est comment on fait une pièce d'eau dans ce type d'habitat, etc., etc. Et donc on est intervenu sur principalement la remise en état d'un bâtiment qui était le siège de l'association, un petit habitat modeste, la construction d'un petit bazar ici, et puis un travail sur une rue. Voilà le tissu urbain. Voilà le bazar, donc, qui est un bâtiment neuf qui a été construit avec des dispositifs parasismiques. Donc la régularité du bâtiment, des structures, et puis des renforcements. Alors cette fois-ci, on a utilisé un autre système avec du PVC, et non pas avec des roseaux comme on l'a fait sur Vannes. Donc c'est le bâtiment qui est totalement intégré au tissu urbain local, traditionnel. On passe devant, on le remarque pas. Beaucoup de travail avec les maçons, les artisans, c'est des choses assez intéressantes. Et puis on a fait un travail on a mis au point, c'est un bien grand mot, on a développé un outil type table vibrante qui nous permet de faire des essais comparatifs. Alors c'est pas une vraie table vibrante, on peut pas lui demander d'envoyer un signal similaire à Vannes, mais ça permet de comparer deux types de solutions en disant voilà, celui-ci fonctionne mieux que celui-là. C'est aussi beaucoup de la pédagogie pour montrer voilà, ça va casser, ça mettra plus de temps à casser. Avec mon collègue Magid qui est là, qui a coordonné tout le projet. Et donc là, la situation politique s'étant améliorée depuis un an, malheureusement le projet vient de se terminer, mais on a des demandes officielles maintenant de la mairie et on devrait réintervenir d'ici un an à peu près au niveau de cette ville avec un certain nombre de projets. Voilà. Je pars sur Haïti. On a beaucoup. Alors là, on était sur de la terre. Hein. On a un tissu urbain qui est en terre et tout ça. En fait, on a été contacté suite au séisme d'Haïti par un partenaire allemand avec qui on travaille, qui est une grosse ONG, et pour faire de l'accompagnement des plateformes d'ONG qui ont été touchées par le séisme. Et on a obtenu aussi des fonds de l'Agence nationale de la recherche française qui nous a permis justement de faire un travail plus scientifique dédié cette fois-ci, alors qu'on l'intègre généralement, on essaye de dégager en interne des fonds, là on a eu des fonds spécifiques. Donc très rapidement, le contexte, c'est le contexte post-séisme du tremblement de terre de Port-au-Prince de janvier 2010, puis la catastrophe majeure, là, on touche carrément la capitale d'un pays qui est qui avait quand même déjà de grandes faiblesses, on va dire, avec 220 000 morts. C'est absolument énorme. On fait appel. Alors en zone urbaine, on a des effondrements massifs qui provoquent la grande majorité de ces morts. Et en zone rurale, on a affaire à un habitat beaucoup plus modeste, qui est rejeté, inconnu, considéré comme dépassé, mais en fait qui lui s'est bien comporté. Il n'y a pas eu de mort, il y a eu quelques blessés par l'effondrement de murs. Et en fait, il s'avère que l'ONG allemande travaille avec cette plateforme-là qui fait du développement rural et surtout de l'agroforesterie. Donc nous, on va être appelés à intervenir dans le rural plutôt que dans l'urbain, ce qui est une très bonne chose. Il y avait, à un moment donné, on a estimé qu'il y avait 10 000 ONG
qui avaient débarqué sur Haïti pour aider les Haïtiens. Ce qui était une seconde catastrophe, parce qu'elles se sont tirées la bourre, elles ont arraché les meilleurs experts, y compris aux institutions haïtiennes, et c'était assez catastrophique. Donc nous, on se recentre plutôt sur les zones rurales et sur la périphérie de Port-au-Prince, avec un partenaire donc, qui est des ONG, qui font, eux, du développement rural plutôt, et qui accompagnent des familles. Donc ces communautés, qu'est-ce qu'elles ont fait quand elles ont été affectées par le séisme? Elles ont demandé l'aide de Miseror, qui est l'un de leurs bailleurs, qui a levé des fonds en Allemagne, pour la reconstruction de l'habitat. Donc on a vu un petit peu le type d'habitat qui avait été affecté. Et puis il y aura des écoles en deuxième temps. Et Miseror se tourne vers nous pour l'expertise technique. En fait, on travaille aussi avec Miseror depuis à peu près 25 ans. On a même des gens chez nous qui font que ça. Et on intervient dès le mois de février par une mission diagnostique pour aller effectivement identifier un petit peu la même chose que sur BAM, hein, qui construit, comment, quels sont les vrais problèmes, comment analyser l'habitat. Moi, je vais plutôt m'occuper par contre de la partie projet, la partie recherche. Donc l'idée, on a déposé un dossier au niveau de l'ANR, qui a lancé un appel sur Haïti, l'Agence nationale de la recherche, de dire, on a vu qu'à BAM, on avait des problèmes parce qu'on n'arrivait pas à faire avancer, à faire comprendre aux scientifiques comment fonctionnaient vraiment ces bâtiments en matériaux locaux. Donc l'idée, c'est d'avoir deux équipes scientifiques qui travaillent ensemble, à savoir une équipe d'ingénieurs, donc l'Université Joseph Fourier, qui va travailler à la modélisation du système qu'on va développer à partir des cultures constructives locales, je vais vous montrer, et de pouvoir accompagner le projet. Alors, la recherche va beaucoup plus lentement que le projet de reconstruction, mais on était assez sûr de nos hypothèses, donc on n'a pas eu trop de soucis. Donc la reconstruction va quand même aller assez vite, mais on va valider en tout cas les options et les affiner avec en parallèle cette composante scientifique avec des essais dont je vais vous montrer quelques exemples. Donc le projet, il est comme ça. Donc on a des projets de terrain qui avancent, qui lient agroforesterie, architecture et ingénierie. On a l'équipe de cratère qui va plutôt s'occuper de la partie architecture, donc de compréhension de quelle est la typologie architecturale, qui construit tout ça, et les équipes d'ingénieurs de l'Université Joseph Fourier qui vont s'occuper effectivement de l'affinement du modèle technique, modèle constructif, et de la modélisation de ce modèle constructif. Donc on apporte un nombre d'innovations par rapport à, c'est ce que nous demande l'ANR en fait, sur l'approche culture constructive, l'articulation aussi entre le terrain et la recherche, entre les sciences dures, donc les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines, parce qu'il y a des allers-retours entre ces deux-là, c'est-à-dire que sur le chantier aussi on a affaire à des éléments qui remontent vers l'université pour dire c'est bien beau votre système auquel vous avez pensé, théoriquement il marche bien en laboratoire, il ne marche pas sur le terrain, donc il faudrait le revoir. Une articulation aussi où on approche non pas de réponse d'urgence, mais de reconstruction-développement. Hein. Donc on laisse la partie, ce qu'on appelle le T-shelter, habitat temporaire, abri temporaire, aux autres organisations. On met au point la méthodologie d'enquête des cultures constructives, c'est-à-dire qu'est-ce que nous enseignent ces cultures constructives, comment les gens construisent, quelles sont les typologies architecturales, etc. Et on va travailler donc avec l'Université Joseph Fourier sur la caractérisation et la modélisation du système constructif traditionnel amélioré. Et on va mettre au point, pour la première fois, un modèle d'approche de modélisation de ces systèmes constructifs vernaculaires, le faire valider et développer des référentiels de compétences. Et aussi, je ne rentrerai pas sur le détail là-dessus, on va aussi développer deux types d'approches. Une approche reconstruction, c'est-à-dire on fait du neuf, on amène tout, les matériaux, enfin c'est un peu plus complexe que ça. Et une approche réparation. Alors c'est quoi la typologie architecturale et comment en zone rurale on habite? Donc on a généralement deux pièces de vie avec une véranda. Hein, donc voilà, c'est assez régulier, c'est un système... une ossature en bois, poteaux qui sont plantés en terre, avec remplissage de différentes natures dépendant des matériaux qui sont disponibles sur place. Soit c'est de la pierre, ils appellent ça tiroche, pierre avec mortier de terre, soit c'est une sorte de torchis, hein, une sorte de écléonnage, donc
bois et terre. C'est assez peu de la terre sous forme d'adobe. Donc ça, c'est des éléments importants parce que ça nous donne des indications, quelle est la typologie d'habitat. Pareil, on essaie de comprendre, mais pourquoi il y a autant d'ouvertures, il y a des portes partout. C'est vrai, on peut tout de suite, si on veut être dans une attitude rationnelle, conventionnelle, on va se dire, on va économiser, une porte ça coûte cher et tout ça. Or, ces portes-là sont, la possibilité de s'échapper de l'habitat sont extrêmement importantes en Haïti, c'est par rapport aussi à des questions liées au vaudou, entre autres, ou à une sécurité. Si on se fait attaquer, on peut s'échapper de n'importe quel endroit. Donc tous ceux qui ont voulu supprimer les portes, soit ça a été le tollé de la part des populations, ou alors une fois que la construction était terminée, les Haïtiens sont venus créer les portes, et donc aussi éventuellement supprimer le système parasismique qui pouvait exister. Comment s'organise la construction? Donc en fait, on a affaire à deux types de configurations. Un par un système d'entraide sous ce qu'ils appellent les combites. Donc c'est l'entraide villageoise, les familles s'aident, on construit ensemble les habitats. Ou éventuellement avec l'appui d'un boss, donc c'est un artisan. Ou alors on délègue complètement à l'artisan dans certaines zones. Donc bien essayer de comprendre quelles sont ces dynamiques. Parce qu'on ne va pas inventer quelque chose, un système différent, il ne va pas marcher. Ou il prendra tellement de temps à être mis en place, mais c'est plutôt de voir comment ça fonctionne et de partir sur cette dynamique-là pour développer une stratégie qui soit adaptée en apportant, si nécessaire, des améliorations en termes logistiques, approvisionnement, qualité des matériaux, qualité des structures. Alors, imaginez, c'est la catastrophe. Bon, dans ces zones-là, il n'y a pas de mort, mais on voit débarquer des équipes d'étrangers qui viennent vous expliquer, voilà, en fait, on va faire ce que vous faisiez, mais en améliorant les choses. Ils nous prennent pour des fous. C'est du grand n'importe quoi. Il y a de l'argent, les Allemands mettent, je crois que c'était 5 millions d'euros, nous on veut du béton. Alors, ok, nous on est là que pour proposer. C'est pas nous qui allons prendre la décision, c'est vous qui allez prendre les décisions. Ceci dit, le bailleur, il tient à ce qu'on utilise des systèmes constructifs locaux améliorés. Donc ceux qui ne veulent pas, parce qu'ils ont accès à d'autres financements, comme ça a été le cas, ils ne sont pas obligés de choisir ce modèle-là. Mais nous, on est en devoir aussi de développer des stratégies pour montrer et convaincre. Donc très rapidement, on leur dit, voilà, laissez-nous faire un premier prototype pour vous montrer ce qu'on apporte. Après, on discute ensemble. On voit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, y compris on peut améliorer, modifier des choses, et sur cette base-là, vous décidez de ce que vous voulez faire. Donc il y avait 8 organisations qui étaient concernées, il y en a 4 qui acceptent ce principe-là, donc il y a un premier prototype qui est fait, donc qui est celui qui est là, avec à la fois les éléments de torchis, etc. Et on montre aussi que ces bâtiments-là, c'est pas simplement un bâtiment, une enveloppe, mais c'est aussi un support de formation, c'est un support de qualification, c'est-à-dire qu'on qualifie les artisans, ils sont contractés, donc l'argent qui vient de Miseror, elle n'est pas donnée à des cimentiers qui amènent des matériaux, et puis cet argent-là, ils n'en voient pas la couleur, mais cet argent-là, en plus, elle circule dans la communauté. Donc il y a tout un argumentaire à montrer, et tout ça. Donc, on voit il y a tout un travail qui est fait pédagogique avec de maquettes, de développement de fiches particulières pour montrer les détails techniques, etc. etc. Voilà. Donc à ce stade-là, on a quand même 4 organisations qui disent banco, et sur ces 4 organisations, on a un patchwork complètement différent. C'est-à-dire, on a la petite organisation de base menée par une bonne sœur qui mène tout le monde à la trique, mais qui n'est pas organisé, on se dit, oula, ça va être chaud. Et puis en face, on a la grosse organisation, Constat Action, qui connaît tout du montage du projet et la logistique. Et on se dit, avec eux, ça va être... Eh ben non, c'est la petite organisation, avec la bonne sœur qui prend sa canne et qui fonce, et qui démarre à fond les ballons. Et c'est elle qui fait basculer un peu la chose. C'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que la grosse organisation, au bout de 2 ans, voyant que ils ont quand même fait 300 bâtiments,
Et en fait, le système n'est pas idiot. Et là maintenant, c'est Concertation qui monte en puissance et qui a compris le système. Et voilà. Donc, nous aussi, c'est du contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas mis une bille sur tel type d'organisation. Et on apprend aussi sur le terrain. Et en parallèle, voilà, donc il y a le travail qui est fait sur le système constructif. Alors c'est un des systèmes constructifs, c'est celui le plus courant. On va être sur un système donc à ossature bois. On le voit, on l'a vu, je crois, dans les. On est là, on le voit là. C'est d'ossature bois, avec des contreventements et du remplissage. Les améliorations, c'est quoi? En fait, on plante plus le bois en terre qui pourrit. On a du contreventement pour éviter que la maison, le mur s'affaisse, etc. Et on apporte donc des éléments de qualité, de durabilité un peu plus importants. Donc, normalement, si on donne ce système-là aux ingénieurs qui ont l'habitude de faire de la modélisation pour tout ce qui est béton et acier, ils le passent dans la machine et ils arrivent à la fin en disant c'est simple, ça ne marche pas. Donc on est obligé de partir de 0. Voilà, il y a un premier travail qui va allier expérimentation et modélisation. C'est-à-dire qu'on a un doctorant, un ingénieur, qui va travailler en disant voilà, ici on a une pièce, on a 2 pièces de bois, on a un lien ici, et la sollicitation qu'il va avoir à ce niveau-là par rapport au séisme, elle va donner tel type de comportement. Donc qu'est-ce qu'il faut comme type d'assemblage, qu'est-ce qu'il faut comme type d'acier, combien de clous il faut mettre, est-ce qu'il faut en mettre beaucoup ou pas beaucoup. Et ensuite, le modèle est développé en parallèle et de manière empirique, ce qui est marrant d'ailleurs, puisqu'on a déjà dit que la modélisation ne se faisait pas de manière empirique, mais en fait c'est de l'empirisme, comme les cultures constructives traditionnelles, comme quoi. Et en fait, dès qu'il y a corrélation entre les deux, donc on valide le modèle et on passe à l'échelle au-dessus. Donc on va passer à l'échelle de la cellule. En gros, une cellule, c'est un demi-pan de mur. Là, on a 2 cellules sur un trumeau comme ça. Et donc, même chose, donc on va faire de l'expérimental et de la modélisation. Une fois qu'il y a concordance, on passe à l'échelle au-dessus, sur l'échelle du mur. Je vais rentrer dans le détail, vous allez voir quelques petits trucs après. Donc, échelle du mur, même chose, corrélation. Et puis coup de chance, alors que ce n'était pas prévu, on nous met à disposition une table vibrante. Alors qu'on n'avait jamais imaginé pouvoir le faire. Donc on a été jusqu'aux essais sur table vibrante pour voir comment se comporte le bâtiment. Donc là, on est sur la cellule. Donc l'image de droite est animée, donc vous voyez un petit peu, on a un outil qui a été développé par l'université Joseph Fourier, qui pousse, c'est des cycles, qui poussent ici en hauteur sur cet élément-là pour voir comment il se déforme. Et eux, à partir de là, ils sont en capacité de développer le modèle numérique. Ensuite, on va pouvoir extrapoler pour comprendre comment peut se comporter l'élément plus important. Donc on passe directement à la table vibrante. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc le signal sismique, c'est celui de Port-au-Prince. Là, ça, c'est les caractéristiques de la table. Bon, elle bouge que dans un sens. Elle peut aller jusqu'à 3G, mais c'est largement suffisant. Elle est limitée en déplacement de plus ou moins 10 cm, mais c'est pareil, c'est suffisant. La maison qui sera testée, on est à quasiment échelle 1. On est à 4,60 m par 4,60 m. Enfin, en fait, elle est un tout petit peu plus grande, les prototypes, mais ça correspond, c'est représentatif. Elle fait une masse de 6 tonnes. Elle va être construite en l'espace de 3 semaines à Bordeaux, sur la table vibrante qui est là, par une équipe de 10 personnes. Et ensuite, on va lui faire subir un certain nombre d'essais. On va accélérer aussi son séchage, oui. Je n'ai pas trouvé le mot. Parce que normalement, il faudrait que la maçonnerie puisse sécher. En fait, on a accéléré le séchage pour pouvoir le tester sur un mois. Parce que c'est des outils qui sont disponibles qu'un mois. Bruit blanc, bébé. 100% du signal d'Haïti. Bruit blanc à nouveau. 200% du signal d'Haïti. Donc 2 fois ce qu'ont subi les constructions. Bruit blanc, 300%. En fait, on ira jusqu'à bruit blanc et les limites de la table. Voilà l'essai Haïti 300%. Qu'est-ce qui se passe? Alors les fils qui sont là sont des senseurs qui vont prendre des mesures sur des déplacements. Donc ça commence à bouger, notamment cette partie-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a des pierres qui sont tombées. Donc on perd des pierres à ce niveau-là.
les ingénieurs du FCBA, parce que le FCBA, moi j'étais en vacances à l'étranger, ils m'ont appelé pour me dire, ils avaient commencé par les bruits blancs. Et en fait, les bruits blancs sont des fréquences propres. Et ils sont tombés sur la fréquence propre du bâtiment, donc il y a eu mise en résonance. Donc avant même de débuter les essais, il y a eu des oscillations extrêmement importantes, bien plus importantes que ce qu'on voit ici. Parce qu'on avait envoyé un signal particulier pour caler les détecteurs. Ils avaient tellement la trouille qu'ils ont demandé ce que j'ai refusé, à ce qu'on renforce la structure. Moi je voulais qu'on teste exactement la structure telle qu'elle est construite en Haïti. Et en fait, les bruits blancs, effectivement, ont été assez impressionnants, n'ont pas provoqué la destruction du tout de la structure, mais on a été jusqu'à des essais qui étaient au-delà du signal d'Haïti. C'est même impressionnant dans le sens inverse. Moi, je m'attendais à... je faisais l'hypothèse qu'en fait, au moins 2 à 3 éléments, les éléments de remplissage en pierre tombent. En fait, ça a été extrêmement faible. Et ils ont été jusqu'aux limites de la table. Donc ils ont envoyé un signal qui s'appelle Guadeloupe lointain à 380% et ils n'ont pas réussi à casser le bâtiment. En fait, la table s'est mise en sécurité. Voilà, donc le projet, on a quasiment fini. Le projet sur la partie, cette partie-là a permis notamment de modéliser, d'avoir un système qui modélise le comportement de ce type de structure, ce qui a permis notamment de valider auprès du ministère qui est en charge de la reconstruction le modèle. Donc aujourd'hui, ce modèle est validé. C'est-à-dire qu'en Haïti, on peut utiliser ce modèle-là, ce n'est pas le même problème qu'on avait en Iran. On a été un pas plus loin. Sur le projet lui-même, actuellement, il y a 3000 constructions qui ont été faites, 1000 directement par le projet, 2000 parce que les gens ont continué l'ont dupliqué. Hein. On a des coûts qui sont relativement faibles avec des répartitions. Là, on a des coûts moyens, on est de l'ordre de $3000, donc ça fait plus ou moins 3000 euros aujourd'hui, avec des coûts de construction de 135 euros, avec les équipes qui sont en charge de la reconstruction, les capacités de production actuelles. Donc la partie scientifique a permis de développer 2 thèses, la thèse de doctorat en engineering faite par Florent Vieux-Champagne qui développe le modèle numérique, et puis toute une partie sur laquelle je n'ai pas trop abordé sur l'analyse des cultures constructives locales, c'est comment les gens prennent en compte le risque sismique entre autres en Haïti, avec des systèmes d'enquête qui sont faits maintenant, qui sont utilisés par les partenaires sur place pour pouvoir prendre des décisions. Donc la certification par le ministère, le MTPTC, qui est en charge de la reconstruction, et puis aujourd'hui des modèles qui sont faits sur Port-au-Prince aussi, à étage, avec en remplissage, au lieu d'avoir de la pierre, on a des débris du séisme, donc des éléments de béton. Un certain nombre de manuels et de documents, des manuels techniques qui ont été développés, les référentiels de compétences pour certifier les maçons. On a travaillé avec une autre organisation qui s'appelle Entrepreneurs du Monde, qui a soutenu le développement d'une association des techniciens professionnels qui s'occupe de ça. Aujourd'hui, il y a un tissu de professionnels locaux qui maîtrisent la technique de A jusqu'à Z et qui construisent. Donc ils sont organisés. Donc voilà un petit peu en centre urbain aujourd'hui ce qu'on trouve. Alors c'est assez compliqué parce que c'est des parcelles très réduites et les bâtiments sont relativement petits. Et puis on a changé d'échelle, on est passé maintenant à la construction d'écoles avec alors un redimensionnement parce qu'on est dans des bâtiments où on a une exigence de performance plus élevée. Et les entrepreneurs locaux qui ont été formés maintenant sont capables de faire ces bâtiments-là. Donc ça c'est un bâtiment qui a été inauguré en décembre 2014. Donc ce qu'on n'a pas pu faire sur BIM, on a appris de nos erreurs et de l'expérience et on a pu avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sur Haïti. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on a justement travaillé sur des questions de réparation, c'est-à-dire au lieu de reconstruire entièrement, c'est de démonter, de récupérer tous les éléments de la structure qui étaient encore valables, et généralement c'est une grosse partie, d'amener juste quelques éléments. Donc on fait chuter les coûts de manière assez importante, et là on a fait ça sur Cap Rouge.
Donc ensuite, maintenant il y a les manettes pédagogiques qui ont été développées pour faire en sorte que les centres de formation aient accès aux connaissances sur le système constructif. On a formé les formateurs dans les centres de formation. Et puis il y a tout un ensemble de colloques, conférences qui ont été développés. On a mis aussi en place une exposition qui circule, une trentaine de panneaux. Voilà. Je termine là-dessus. J'étais un peu long, désolé. Mais merci pour votre attention. Si vous reste des questions, le courage d'avoir des questions. Trop dense. Oui, et il y a les pays, le Japon, qui ont une grosse habitude des fonds monétaires. Si vous avez pu acquérir des informations sur ce sujet-là, il est répercuté. Alors, on a pu acquérir des informations. En fait, ils ont des systèmes de charpente, des systèmes de construction en bois qui sont effectivement prévus depuis très longtemps pour, entre guillemets, résister au séisme. C'est-à-dire, en fait, permettre des déplacements, notamment sur les pagodes, entre autres. Des pagodes qui sont assez célèbres, des bâtiments assez imposants, et qui travaillent dans la souplesse plutôt que dans la recherche de ce qu'on appelle la ductilité pour le béton ou l'acier, ou la rigidification pour certaines approches. Donc, mais on n'a jamais pu utiliser. C'est des systèmes très complexes qui demandent des niveaux de compétences extrêmement élevés et qui restent applicables au Japon, quoi. Après, les bâtiments traditionnels qui se sont effondrés, mais on s'est aperçu que par exemple, on avait changé les matériaux de toiture. On avait alourdi les toitures, ou on avait adjoint une pièce à un bâtiment alors qu'il était parasismique de manière traditionnelle, mais on avait oublié comment ça fonctionne. C'est pour ça aussi que quand on construit parasismique, c'est ce qu'on explique aux différentes organisations avec qui on travaille, notamment tout ce qui est Croix-Rouge, Caritas, c'est que de toute façon, on n'arrive jamais à fournir l'équivalent de ce que les gens avaient. Donc, on va fournir plus petit, donc ils vont automatiquement étendre. Dans l'habitat, l'aide internationale et nationale ne représente que 10%. C'est les gens à 90% qui vont reconstruire par eux-mêmes. Donc, si on leur propose des choses idéales, qui vont être petites, qui vont fonctionner, automatiquement, de toute façon, ils vont venir l'altérer, évidemment, puisqu'ils ont besoin d'espace, et on aura perdu le bénéfice parasismique sur la petite pièce, quoi. Bon, pour revenir sur le Japon, non, mais il y a des choses extrêmement intéressantes, mais c'est des niveaux de compétences très pointus, d'artisans, de maîtres, et qui sont facilement utilisables dans le contexte du Japon, contexte culturel, on va dire, les cultures de travail, les cultures constructives locales, mais qui ne sont pas forcément duplicables à l'extérieur, quoi. Et on trouve des systèmes aussi qui sont différents, mais avec charpente en bois, par exemple, sur l'Indonésie. D'ailleurs, il y a une grande variété sur l'Indonésie, système parasismique, et qui ne sont pas du même type que les charpentes japonaises. À propos de BAM, est-ce que le travail que vous avez fait peut quand même servir pour BAM? Est-ce que c'est possible que d'autres personnes s'emparent du travail que vous avez déjà fait là-bas? Oui, et ça a été fait en fait. L'un de mes derniers déplacements en Iran, c'était en octobre, je crois. J'ai été invité par la Fondation islamique du logement. Ils m'ont présenté un projet qu'ils avaient fait qui était une copie de ce qu'on avait pu faire, mais pas ce modèle-là, mais le modèle entièrement en terre. Et donc il y a une volonté de pouvoir développer maintenant des choses qui soient adaptées aux contextes ruraux. Par contre, à ma connaissance, il n'y a pas eu de copie du prototype lui-même, quoi. Par contre, toute la documentation existe. C'est-à-dire que après, c'est toujours difficile là, quand on parle d'IT, qu'on dit voilà, on en a 1000, on sait les comptabiliser, c'est nous qui les avons fait ou nos partenaires. Et les 2000, c'est une évaluation. En fait, on sait qu'il y a, pour un bâtiment construit, il y en a deux. Mais on ne sait pas si c'est 1,9, 2,1.
Après, d'aller voir sur BAM si jamais effectivement il y a des copies, c'est possible. Mais on ne sait pas, quoi. En tout cas, on a mis à disposition l'ensemble de la documentation technique, y compris en farsi, puisqu'on a des collègues qui sont iraniens, et donc qui ont été diffusés par le PNUD aussi, puisque c'était le PNUD en partie qui avait qui avait financé l'opération. Bon. Oui. Est-ce que c'est... Quand il y a un séisme, je suppose que la Terre bouge de différentes façons selon où ça se trouve, sur la planète, enfin le lieu en fait. Ça bouge jamais de la même façon, donc je suppose que vous devez aussi adapter les constructions par rapport à, pas forcément la magnitude, mais la façon dont ça va bouger, quoi. Bah déjà, on va sélectionner les lieux. Là, je parlais d'effet de site, c'est-à-dire sur des sols alluvionnaires, on a une amplification des ondes sismiques. Donc, il faut déjà éviter si c'est possible, éviter d'être positionné sur ce genre d'environnement. Il faut être plutôt sur des sols un peu plus durs. Après, on va soit choisir des stratégies où on va être en bâtiment lourd. Donc, sur un seul meuble, il faudrait plutôt être en lourd. Et sur un sol rigide, sol dur, il faudrait plutôt être en léger. Donc voilà. Après, ça va être véritablement en fonction de ce qu'on va trouver sur place, quoi. Il y a des choses qu'on peut amener. Là, actuellement, on travaille sur des choses qui sont ce qu'on appelle des inclusions horizontales. C'est ce qui nous semble fonctionner le mieux. C'est-à-dire que de manière traditionnelle, si on regarde depuis la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, jusqu'au Pakistan, Népal, on descend vers la Grèce, y compris le nord de l'Iran. En fait, on a énormément de bâtiments qui sont soit en terre ou en pierre avec des incrustations de bois. Et en fait, ça permet de faire que de diriger la fissuration. C'est-à-dire que la fissuration soit verticale et font que les murs s'écartent et s'effondrent. En fait, on contrôle la fissuration et on augmente les surfaces de friction pour permettre la diffusion. Donc là, on part sur des systèmes qui seront probablement, en tout cas pour l'habitat, sur ces principes-là, quoi. C'est-à-dire de toute façon, il y aura des fissures, il en faut, mais c'est nous qui contrôlons où ça va fissurer. Et ces fissurations ne vont pas mettre en danger les personnes, puisqu'on va éviter l'effondrement des planchers et des toitures. Après, on a aussi des systèmes mixtes. Au Pérou, par exemple, le rez-de-chaussée va être massif en adobe avec des murs très épais, et à partir du deuxième ou troisième niveau, dépendant de la taille du bâtiment, on aura ce qui s'appelle la quincha, qui est une sorte de torchis. Donc on a une base qui est très lourde et le reste est très, très léger, et en fait on descend le barycentre du bâtiment. C'est une des approches, quoi. En fait, on regarde ce qui se fait déjà, parce que ce qui se fait, c'est ces terrains-là, c'est des laboratoires à ciel ouvert. C'est le résultat d'expérimentation. Ce qui n'a pas fonctionné a disparu. Après, on ne peut pas copier non plus stricto sensu. On prend l'exemple d'Haïti. Ok, vous connaissez certainement pas suffisamment Haïti. Je m'attendais à une question sur le bois, en disant ouais, mais vous prenez du bois en Haïti alors qu'il n'y a plus de bois. En fait, le problème en Haïti, c'est que non seulement il n'y a plus de bois, mais il n'y a pas de bons agrégats pour faire du béton. Donc c'est la moins mauvaise solution, et le bois est importé. Et il y a beaucoup d'endroits où le Cachemire, où il y a eu un tremblement de terre, où il y a un système constructif très particulier avec double système porteur bois et pierre. Pareil, du fait de la déforestation, on ne trouve plus de bois, donc on ne peut plus reproduire forcément le système constructif. L'Indonésie, c'est la même chose. Je suis intervenu en Indonésie. Je disais, mais vous avez des systèmes de charpente qui sont absolument géniaux. Pourquoi vous n'utilisez pas de bois? Vous avez du bois encore à profusion. Le bois, ils n'ont plus. Enfin, il est là, mais il est pour l'exportation.
C'est nous qui l'achetons. Donc il est plus accessible pour les populations locales. Donc on ne se rend pas compte de l'impact de cette mondialisation et qu'on rend encore plus vulnérables. Et on leur impose des systèmes constructifs qui ne fonctionnent pas. Voilà, ça a répondu à la question? Ouais. Oui, vous avez montré des maisons séparées. Vous avez dit aussi qu'à Haïti, les maisons plus légères ont mieux résisté qu'en ville. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour l'habitat urbain dense? En fait, ils ont changé de système constructif. On avait ce qu'on appelait les gingerbread, qui sont des maisons traditionnelles, qui étaient effectivement des structures en bois avec remplissage briques cuites, qui sont bien comportées, qui sont parasismiques. Mais c'est des maisons plutôt bourgeoises, donc qui étaient assez difficiles. Sinon, avant, c'était plutôt en planche, structure bois, planche. Donc ça fonctionne aussi. Et ensuite, on est passé au béton, mais pas de béton de bonne qualité, avec des problèmes d'accès aussi. En fait, pour faire du parasismique en béton, il faut de l'acier haute résistance. Il n'est pas disponible en Haïti, il n'est pas disponible en Indonésie, enfin en tout cas sur les zones qui sont touchées. Et il faut le réserver plutôt pour des bâtiments où on demande un niveau de performance supérieur. Donc là, l'idée, c'est plutôt de dire, bon, bah ok, on peut envisager, parce qu'il faut densifier, avoir éventuellement le rez-de-chaussée comme ça. Hein, mais par contre, les extensions à l'étage, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'entrepreneur du monde. Les extensions sont en train de faire à l'étage en système ossature bois, remplissage débris. Mais on pourrait faire y compris le rez-de-chaussée, quoi. Le problème d'Haïti, c'est véritablement l'accès aux matières premières. Il y a d'énormes problèmes d'agrégats. On ne peut pas faire de bon béton. On a une pierre calcaire qui se délite, qui est de mauvaise qualité. Et on a un couvert forestier qui a complètement disparu. Il était de 80% lors de leur indépendance, donc en 1802. Il est de 2% aujourd'hui. Donc c'est assez catastrophique. Donc imaginez aussi la réaction de nos partenaires qui sont dans le développement rural, l'agroforesterie, qui combattent à la fois la déforestation, les OGM. Quand on vient les voir, on leur dit on a une solution avec du bois. Au début, ils nous disent mais vous êtes fous. Alors, il a fallu qu'on les explique très clairement en disant le bois c'est la moins mauvaise solution. De toute façon, le béton, on n'ira pas accès, il ne sera pas de bonne qualité. Il va coûter. Il y a des constructions en béton. Ils ont de toute façon dilapidé énormément d'argent sur des constructions en béton qu'il faut par ailleurs étendre parce qu'elles ne sont pas suffisantes. Et donc là, c'est une solution aussi. L'idée, c'est de laisser dans les mains des gens des solutions techniques qui puissent être maîtrisées. La filière d'importation a été sécurisée. Il faut quand même contrôler techniquement, mais ils ont tous les éléments en main. Donc ça a été autonomisé. Mais en tout cas, voilà. Après, on est en train de réfléchir avec Entrepreneurs du Monde sur, y compris, redévelopper la totalité de la filière, y compris depuis la plantation. Mais c'est des projets à très longue échéance. C'est-à-dire, c'est des investissements sur 10, 20, probablement au minimum 20 ans, quoi. Mais c'est nécessaire, hein, s'ils veulent s'en sortir, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous dire où en est le relogement des populations dans les deux endroits, à Bam comme à Haïti? Est-ce qu'il y a encore des gens à la rue? À ma connaissance, Bam, c'est fini. L'organisme, soit du fait que la Fondation islamique du logement a fait des logements en zone urbaine, a développé des choses plus petites qui s'installent, ou les gens eux-mêmes ont reconstruit. Donc, bam, il n'y a quasiment plus rien. Par contre, le tissu urbain a été complètement modifié, c'est assez catastrophique. Sur Haïti, c'est loin d'être fini. En fait, le gros problème, c'est que j'en ai pas parlé, mais j'ai déjà parlé du gros problème du bois, des agrégats et tout ça. Il y en a un autre, c'est qu'on s'est tout de suite aperçu, nous, qu'il y avait un énorme problème de foncier. C'est-à-dire, sans cadastre, on ne peut pas construire du permanent. On n'est pas autorisé. Donc ça peut être que du temporaire. Et le temporaire qui a été construit, donc l'argent qui a été dépensé, c'est sur du temporaire, soit sur des kits, soit sur l'achat de matériaux locaux. Sa durée de vie, c'est 3 à 5 ans.
Donc ce qui a été construit aujourd'hui, c'est-à-dire la très grande majorité c'est du temporaire, c'est pas durable. Et l'argent a été dépensé. Les camps ont quasiment tous été vidés. Mais les gens se sont déplacés notamment sur une zone qui s'appelle Canaan, qui est à environ 20 km au nord-ouest de Port-au-Prince en direction de l'Artibonite. Et on a aujourd'hui un township de 500 000 habitants, qui est un bidonville, quoi. Sur lequel personne ne sait vraiment comment s'y prendre. Enfin, il y a des idées, on est en discussion, nous, avec UN Habitat, pour faire des propositions, en attente de financement, qui permettrait justement de faire aussi qu'il y ait plus d'argent. Ce serait toujours intéressant sur les opérations de reconstruction de savoir quelle est la part d'argent qui reste dans le pays, et à qui elle va. Ça me paraît être un indicateur très sain. Donc voilà, donc Haïti, non, c'est loin d'être fait, et il y aura d'autres problèmes. Et on n'a pas affaire au même type d'environnement. L'Iran est un pays aux capacités économiques beaucoup plus importantes, donc même si on peut critiquer certaines choses, mais si ça se faisait ici, je le critiquerais de la même façon, hein, donc pas d'inquiétude. Sur Haïti, ça sera beaucoup plus complexe, ça prendra beaucoup plus de temps. Et en France, comment nos constructions se comporteraient dans les zones sismiques, Monaco, Nice? Alors, d'après ce que me disait justement un bureau d'études que j'interrogeais, qui est spécialisé sur la Riviera et notamment Monaco, parce que je disais, mais c'est une question d'argent, et il me dit non, pas du tout. À Monaco, il y a le prix au mètre carré, je ne sais plus combien on peut monter. Il m'a dit l'argent est là, mais c'est tellement complexe de bien faire du parasismique, notamment tout ce qui est ferraillage, c'est trop complexe. J'en discutais avec le lycée technique aussi et la Martinière à Lyon, qui disait mais déjà on a du mal il y avait une formation là-bas avec les enseignants des lycées techniques, qui disaient on a déjà du mal à faire respecter les règles classiques et tout ça. Alors il faut savoir qu'en France métropolitaine, effectivement, les zones les plus à risque sont Nice, Monaco, on va dire, plutôt Nice. Il y a quelques autres endroits qui sont... Enfin, disons qu'on a un niveau de risque qui est élevé, mais sur le reste du territoire, il est moindre. Bien que s'il arrivait quelque chose à la cuvette grenobloise, ce serait catastrophique. Elle est totalement instrumentée d'ailleurs, enfin instrumentalisée, pardon. Parce qu'on aurait des effets de scie, des phénomènes de réverbération, enfin... Et c'est là où d'ailleurs sont les principales équipes qui travaillent sur le sismique en France. Et puis on a aussi les Pyrénées, en fait, on pourrait avoir un séisme du type de celui du Gujarat, c'est-à-dire avec des périodes de retour très très longues, donc il n'y a pas de mémoire, et puis d'un séisme très violent, et dépendant de l'endroit où il est, parce que si le séisme a lieu dans une zone désertique, il n'y a pas d'impact sur les vies humaines et sur les enjeux économiques. Par contre, c'est si effectivement il y a croisement de ça, voilà quoi. Après, c'est surtout pour les départements ultramarins, hein, notamment Martinique et Guadeloupe, qui sont les plus touchés. Donc là, il y a des dispositions, il y a des équipes beaucoup plus avancées dans ce domaine-là au niveau construction, qui imposent par contre des règles très conventionnelles, mais bon, qui ont l'air plutôt de fonctionner en tout cas. On va dire, on est dans un système, voilà quoi. Mais on n'est pas à l'abri d'un séisme important. Le dernier important, c'est celui de Lambesc, c'est 1909. Il avait fait, je ne sais plus, 25 morts, je crois. S'il avait lieu aujourd'hui, il ferait entre 350 et 500 morts. Il y a aussi Manosque qui avait été touché, mais là, je ne sais plus, je crois que c'est au XVIIIe siècle. Enfin, il faudrait vérifier. Après, la difficulté, c'est le bâti ancien. C'est-à-dire que comme il n'est pas construit en une seule fois, on ne sait plus lire. En regardant une façade, on ne sait plus. Il faut faire l'archéologie de façade, hein, la stratigraphie, et ensuite il faudrait rentrer chaque élément dans les modèles numériques. Et c'est un peu, enfin, ce que nous disent nos collègues ingénieurs, c'est incalculable. Les machines sont pas assez puissantes.
Donc après, c'est des grands principes pour éviter que... BAM, il a fait beaucoup de morts parce qu'il a eu lieu à 5 heures du matin. Les gens étaient chez eux. Ica, au Pérou, il a eu lieu à 5 heures de l'après-midi, les gens étaient dans la rue. Alors qu'il il avait des caractéristiques plus ou moins équivalentes et des niveaux de destruction assez similaires. Donc il y a aussi, voilà, quel moment... le séisme, on n'est pas capable de les prévoir. Hein. C'est les seuls aléas. Une inondation, on est capable d'anticiper. Les cyclones, c'est suivi, on reçoit les alertes. Le séisme, on reçoit l'alerte quand il a eu lieu. Hein. Voilà. Après, voilà. En France, on est plutôt sur des échelles de retour les plus courtes, c'est l'ordre de 500 ans, et sur des échelles géologiques. Donc, est-ce qu'on investit aujourd'hui beaucoup sur de l'habitat qui a une durée de vie de 50, 100, 200 ans, sachant que ça a un coût? Voilà, quoi. Alors sur le nucléaire, il faut le faire. Hein. Le nucléaire et tout ce qui est usine, enfin, toute la vallée de la chimie. Le zonage sismique a été refait en France, mais les cartes étaient prêtes depuis 10 ans, et c'est parce que les industriels savaient le coût que ça représenterait pour eux que ça a été retardé. Hein. Les enjeux économiques sont importants. Voilà. De rien. J'espère que ça vous a plu.